un produit d'exception véhicule toutes les valeurs d'un territoire. Ça permet à l'île de la Réunion d'avoir une reconnaissance envers le monde extérieur. Oui, il y a des produits locaux qui font la fierté de l'île. Il y a la vanille, le café, le chocolat, le rhum. Toutes ces richesses méritent d'être connues. Ça met un petit peu en avant notre Polynésie. Et là, on va recommencer le café pointu pour exporter ça au Japon. Le miel de Guadeloupe, c'est le meilleur miel tropical du monde. On est bien content que ça exporte dans le monde. Parce que ça définit notre identité. Ça véhicule l'amour qu'on y met dedans. Bonjour à tous. Alors, que savons-nous des produits d'exception de nos territoires d'outre-mer? Est-ce qu'on en mesure vraiment les qualités excellentes? Saviez-vous que certains produits sont utilisés maintenant par les plus grandes maisons de luxe du monde? Nous allons en parler aujourd'hui, loin de la caricature de nos produits artisanaux, pour redonner fierté à nos producteurs de tous nos territoires. Et pour en parler, je reçois notamment ce matin avec beaucoup de plaisir un chasseur de café, on peut le présenter comme ça, Éric Duchossois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes de la maison Verlet, qui est une des maisons très connues, une maison de torréfacteurs du 19e siècle. C'est ça, depuis 1880. Qui torréfie donc les plus grands crus d'Arabica du monde. Absolument. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour nous parler, entre autres, parce qu'on n'est pas une émission de téléachat, mais on va quand même parler des produits, du café Bourbon Pointu, qui est un des cafés donc qui est réunionnais d'origine. Et on va découvrir qu'il est aussi cultivé dans d'autres territoires d'outre-mer et présenté comme le meilleur café du monde. Alors, juste une petite parenthèse, c'est pas tout à fait un café réunionnais d'origine, parce que l'origine du café, c'est l'Afrique de l'Est, donc l'Éthiopie et le Yémen. Alors, vous êtes là pour nous rappeler la petite histoire Alors, de la ce petite grain histoire de café qui a atterri à l'île Bourbon en 1800. Donc, c'est le sultan du Yémen qui, en 1714, a offert des plantes caféiers à Louis XIV, qui était encore là. Et Louis XV a eu l'idée de dire, bon voilà, on va affréter un bateau et on va emmener quelques plants de caféiers. Donc ils ont mis 60 plants sur un bateau qui s'appelle le Chasseur. Ça ne s'invente pas, chasseur de café, chasseur, pour emmener à La Réunion. Et donc à La Réunion, 25 plants sont arrivés et un seul a pu faire des boutures pour replanter des caféiers. Bon. C'était pas encore la grande époque du café, donc on a laissé ces caféiers un petit peu s'étioler. Et en 1771, donc longtemps après, on a commencé vraiment la culture du café à La Réunion. Et il y a eu une mutation du café qui était un bourbon à l'origine, donc un café avec des petits grains ronds. Et là, on parle de bourbon pointu, parce que le café a muté sur l'île de la Réunion. Alors, je vais prendre un petit grain, parce qu'on a un peu regardé avant que l'émission commence les différents. Je voudrais montrer aux téléspectateurs, notamment ceux qui ne sont pas de la Réunion et qui ne connaissent pas ce café d'excellence, la différence qu'il y a, je vais mettre mes lunettes, entre un grain effectivement rond, comme vous dites, et un grain pointu. Donc le brun qui est torréfié et celui-là qui est vert. Donc on voit effectivement à l'œil nu la différence entre ces deux grains. C'est très différent et c'est vraiment une variété botanique qu'on ne trouve qu'à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Voilà, alors on reviendra sur la parenthèse de la Calédonie. Donc ce café, évidemment, était très couru à l'époque. Louis XV aimait beaucoup en boire et puis il a disparu. Oui. Il est revenu dans les productions familiales locales réunionnaises. Vous, comment vous l'avez découvert, ce café? Puisque vous vendez des grands crus de café Alors, c'est un café qu'on m'a souvent proposé, que plusieurs fois des planteurs ou des coopératives m'ont proposé ce café à des prix complètement délirants, parce que c'est un café qui est effectivement très cher. Et j'avais jamais été enthousiasmé par ce café, parce que je le trouvais pas aussi bon que, par rapport à son prix, c'était pas aussi bon. Et puis, il y a quelques mois, donc c'est pas vieux, j'ai approché une plantation qui est la plantation Slity,
qui est à 1000 mètres d'altitude, qui fait un café biologique dans un parc naturel à La Réunion. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien que ce café-là soit chez vous, parce que vous êtes la plus belle maison parisienne, vous avez les meilleurs crus, donc il faut que ça soit chez vous. Donc j'ai goûté le café, et là j'ai dit, waouh, là il y a quelque chose, c'est totalement différent de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. D'abord, les grains étaient tous bien pointus. D'habitude, il y avait des grains ronds, des grains pointus, donc on devait mélanger un peu les essences, je dirais, alors que là, c'est vraiment du pur café réunionnais Bourbon pointu. Et donc, j'ai trouvé ce café mielé, avec des arômes très floraux, avec une grande suavité, pas du tout d'amertume, une légère acidité qui vous tend le goût en bouche pendant très longtemps. Enfin, c'est un café absolument... Pour moi, c'est un des plus grands crus mondiaux. Alors, je peux faire une confidence aux téléspectateurs. En fait, je n'avais jamais goûté ce café Bourbon pointu, mais Monsieur Duchosson en a apporté tout à l'heure. Donc, j'ai pu effectivement constater à quel point il était long en bouche et vraiment extrêmement agréable à déguster, à boire. Et vous en parlez comme dans les grands crus de vin ou de rhum, avec un même vocabulaire pour décrire toutes ces saveurs incroyables qu'il y a dans ce... La même passion que finalement un vigneron, en fait, parce que le vocabulaire était très pauvre dans le café. Et puis, à la fin des années 2000, il y a eu un monsieur qui s'appelle Jean Lenoir, en collaboration avec un grand œnologue qui s'appelle Éric Verdier, et ils ont fait le nez du café, comme on a fait le nez du vin. Donc, c'est des petites fioles qui répertorient les principaux arômes qu'on a dans le grain de café. Et en fait, ces principaux arômes, c'est les arômes qu'on a aussi dans le vin. Donc maintenant, on peut vraiment parler d'un café qui a des arômes de fleurs, d'abricots, de noisettes, de chocolat, de légumineux, un petit peu le petit pois quelquefois. Voyez-vous, il y a vraiment tout le vocabulaire. On a tout ce qu'il faut pour parler du café. On comprend beaucoup mieux le goût du café. Alors évidemment, le secret en tout cas pour en révéler l'arôme et être le meilleur exhausteur de goût, c'est la qualité de la torréfaction. Ça, c'est un secret de la maison Verlet dont on ne va pas parler aujourd'hui. On va reparler des notes que vous donnez à ce café, mais je voudrais juste avant qu'on aille justement à La Réunion. Alors on n'est pas allé dans le producteur que vous connaissez, mais au sein d'une coopérative de plusieurs producteurs familiaux réunionnais qui ont décidé de remettre en tout cas la fierté de ce grain de café au goût du jour. Sous cette pluie battante, il n'en a pas l'air, mais ce petit fruit vert est une vraie perle rare. Il s'agit du café Bourbon pointu, un café grand cru reconnu dans le monde entier qui ne pousse qu'à La Réunion. On démarre les 3 tasses. Aujourd'hui, à la coopérative de la filière, c'est jour de dégustation. On démarre avec l'intensité aromatique. On commence à noter et la qualité aromatique. Vivienne est la présidente de la confrérie des dégustateurs, un jury de Réunionnais qui ont formé leur palais à reconnaître les saveurs pour distinguer les grands crus. Pour que ce soit vraiment un Bourbon pointu bien classé, il faut qu'on retrouve quand même des notes d'acidulé, de fruité, on peut trouver de pamplemousse aussi, citronné, la mandarine, des fois ça se rapproche un peu des litchis, c'est vraiment exotique. Moi, je n'ai pas le luxe de boire ça chez moi tous les jours. Et quand je bois ce que je bois à la maison, là, on voit vraiment, c'est avec respect qu'on le déguste et qu'on le note. Hein. Parmi les dégustateurs, Patrick Bénard, président de la coopérative du café Bourbon pointu, elle regroupe 55 producteurs qui produisent chaque année 90% de café d'excellence. Pour pouvoir présenter ce grand cru, il faut pouvoir dire si cette tasse, donc ce lot, donc chaque tasse va représenter un lot de café, dire si ce lot va rentrer dans le grand cru ou dans le sublime ou dans l'authentique. On va dire qu'on approche les 100% de grand cru. Hein. L'agriculteur se spécialise, c'est-à-dire que dans le ramassage, dans l'entretien qu'il va apporter à son champ, ça va jouer sur le goût. Hein. Et aussi le travail qui est effectué à la coopérative. Patrick est également producteur. Il y a 10 ans, il abandonne la culture de la canne à sucre pour le café Bourbon pointu. Un défi fou, alors dans cette machine, il surveille sa récolte. Ici, une fois récoltés, les fruits sont séchés et écossés jusqu'à obtenir le café vert,
torréfié pendant 12 minutes à une température bien précise. Là, on va approcher de ce qu'on appelle le premier crack. C'est un indicateur pour nous de cuisson, d'ailleurs on l'entend là. Jean-Pierre est le technicien de la coopérative. Il a la responsabilité de la cuisson du café Bourbon Pointu. C'est hyper stressant, surtout quand on a un café de cette qualité-là et de ce goût-là. On va dire, si on tarde un peu trop dans la torréfaction, on peut carrément gâcher les goûts. Et si à l'opposé, si on le retire trop tôt aussi, ben on ne l'aura pas cuit correctement, il y aura des gouts de verre, donc c'est indésirable à la tasse. Le café est ensuite moulu et conditionné à la main, au gramme près, car cette production artisanale est précieuse. Le paquet de 100 grammes de ce Bourbon Pointu est vendu à 25 € par la coopérative. Un café d'exception qui se retrouve dans les cuisines des plus grandes tables du monde, mais aussi localement, comme ici dans le sud sauvage de La Réunion, dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Donc là, on va faire un petit croustillant au café avec du café Bourbon Pointu moulu, de la feuillantine et du chocolat blanc et de la feuille de sel. Cédric Perrault est le chef pâtissier. Aujourd'hui, il concocte un dessert à base de litchi et son plaisir, c'est de sublimer le tout avec du café Bourbon Pointu. Voilà la pavlova, litchi café de La Réunion. Le but, c'est surtout que le client, quand il sort du restaurant, il sort de table, il est satisfait d'avoir vraiment trouvé le goût du café, avoir reconnu au moins le café, que ben voilà, c'est un café d'exception. Le café Bourbon Pointu est exporté à 50%, principalement au Japon. Une demande toujours en hausse, d'autant que c'est un produit rare. Entre 1 à 2 tonnes sont produites chaque année, une quantité loin de satisfaire toutes les demandes. Est-ce que c'est la rareté qui fait l'excellence du produit? Pas uniquement. Pas uniquement, non, non, parce que l'excellence du produit, il faut un beau terroir, il faut des beaux plants de caféiers, c'est-à-dire le Bourbon Pointu entre autres, mais il y en a d'autres. On parlait tout à l'heure du Geisha du Panama, qui est aussi un très beau caféier qui donne des très beaux grains également. Mais et forcément, ce sont des caféiers qui sont super fragiles, et ils sont très sensibles aux maladies. Quand on en plante 4 caféiers normaux dans un périmètre, on n'en plante qu'un Bourbon Pointu, parce que c'est justement, s'il prend les autres maladies, c'est compliqué. En plus, le Bourbon Pointu, il faut bien penser que c'est un caféier qui est assez petit, avec des petites feuilles et très touffu. Alors pour la récolte du café, c'est compliqué parce qu'il faut aller chercher les grains derrière les feuilles et tout ça. C'est un petit peu, c'est assez long, assez fastidieux. Oui, donc ça se mérite. En tout cas, c'est un café qui se mérite. C'est un café qui se mérite. Dans le reportage, on dit qu'il n'existe que à La Réunion. C'est pas tout à fait vrai, parce que cette même variété de café Bourbon Pointu existe aussi en Nouvelle-Calédonie. Absolument, il existe en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce qu'il y a des planteurs de café de La Réunion qui ont émigré en Nouvelle-Calédonie et qui se sont dit, bah, on va planter le même café. Et donc ils ont pris leur petit plan, ils ont planté ça sur le terroir calédonien et du coup on a maintenant le même café en Nouvelle-Calédonie. Comment vous expliquez que finalement ce café qui a fait un petit peu l'âge d'or à une époque coloniale révolue et qui a disparu en tout cas, soit réapparu dans des défis fous de familles réunionnaises qui ont décidé de s'accaparer à nouveau cette excellence? Il y avait un pied qui traînait dans une cour quelconque C'est un petit peu ça. Et les caféiers, c'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec Jean-Paul Bellhomme qui a découvert dans le jardin de sa femme des plants de caféiers Bourbon Pointu. Et il a décidé de les planter à 400 mètres d'altitude et tout ça. Et à La Réunion, c'est un petit peu pareil. En fait, il y a eu un engouement sur le café ces dernières années, depuis la fin, vraiment la toute fin du XXe siècle, des années 95 à 2000, avec toute cette mode des coffee shops, où on a redonné, si vous voulez, ces lettres de noblesse au café. Et donc ces cafés rares, et on s'est dit, tiens, c'est peut-être, on est hors marché. On n'est pas sur des bourses où le café est à prix bas, où on ne peut pas gagner notre vie et tout ça. Et donc tous ces planteurs, on s'est dit, là, sur des cafés rares comme ça, on va pouvoir le vendre à un bon prix et gagner un petit peu notre vie. Oui. On ne gagne pas beaucoup, hein. Même s'ils les vendent très cher, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup de récoltes.
C'est la passion et la fierté, en tout cas, de leur produit qui est mise en avant. Et on sait que, évidemment, dans vos clientèles, il y a aussi une clientèle asiatique, japonaise et coréenne très férue du café. Je voudrais aussi qu'on parle, parce que, évidemment, quand on parle des excellences dans nos territoires, on ne parle pas uniquement du café. On va faire un bond, en tout cas, dans un autre océan, mais on va aller d'abord, on est allé dénicher, pardon, à Bruxelles, enfin à Mons, à côté de Bruxelles en Belgique, un chasseur d'épices, Rudy Smolarek, et on se connecte avec lui. Bonjour Rudy, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, on a parlé depuis le début de l'émission du café. On va parler avec vous aussi de la vanille, plus particulièrement des épices. Donc vous êtes français, vous êtes installé en Belgique il y a une vingtaine d'années. Vous avez fait des études de peinture et d'histoire de l'art. Et puis vous êtes tombé dans l'univers merveilleux des épices que vous n'avez plus quitté. On vous présente comme un ethnologue des épices. Et votre histoire d'amour, à la différence d'Éric avec le café, elle est liée à la vanille. C'était la première épice, le premier produit que vous avez vendu il y a une vingtaine d'années, la vanille de Tahiti. Qu'est-ce qu'elle a de dingue, d'incroyable et de merveilleuse, cette vanille? Déjà son parfum, c'est un parfum exceptionnel. Et c'est un peu comme le Bourbon pointu. Il y a vraiment la vanille Tahiti représente un marché vraiment très petit, contrairement à la vanille malgache ou la vanille indonésienne. C'est un terroir vraiment très particulier. Elle a un parfum, elle a un goût vraiment exceptionnel. Et cette vanille tahitienne, on la replante un peu comme le café. Le café également, qui vient d'Éthiopie, on l'a planté à Bourbon, dans d'autres régions. La vanille tahitienne, on la replante pour le moment en Indonésie, en Équateur, mais ça ne donne pas du tout le même parfum. On a beau essayer dans d'autres régions du monde, mais on n'arrive pas à produire une vanille tahitienne telle qu'à Tahiti, quoi. C'est impossible. C'est un territoire particulier, quoi. Donc le savoir-faire des Tahitiens, déjà, donne une vanille très grasse, très, très, très charnue. Et par exemple, à quelques milliers de kilomètres de là, en Indonésie, ils produisent également de la vanille tahitienne, tahitensis, mais qui n'a pas ce parfum d'héliotropine qui est si particulier, ce parfum qu'il est sauvage, qui est si particulier à la vanille tahitienne, quoi. Alors c'est quoi? C'est le savoir-faire, comme le torréfacteur révèle l'arôme du café, le préparateur de vanille, ou c'est le terrain qui fait que cette vanille... C'est-à-dire qu'en fait, la vanille tahitienne, il y a tout d'abord les gens qui produisent la vanille, donc qui revendent, il y a comme une bourse de vanille verte, en fait. Donc les gens viennent vendre leur vanille verte à différentes personnes qui savent préparer la vanille. Et donc, il y a d'une part les gens qui produisent la vanille verte, et ensuite les gens les gens qui produisent la vanille et les gens qui sèchent la vanille. C'est deux métiers différents, quoi. Il y a par exemple des gens qui font ça de A à Z, mais la plupart du temps, il y a vraiment des gens en particulier qui savent faire sécher la vanille, qui savent regarder les maladies, etc., tout ce qu'il y a derrière. Le préparateur, c'est super important, que ce soit à Tahiti, à La Réunion, ou même en Nouvelle-Calédonie, avec qui on travaille. Alors justement, donc là, j'ai sorti, comme j'ai montré tout à l'heure à nos téléspectateurs, la particularité du café Bourbon pointu. Là, je montre à nos téléspectateurs, bon alors évidemment pas les Tahitiens, parce qu'ils connaissent ça par cœur, les différentes qualités de vanille. Alors voilà, donc là j'ai une vanille de Raiatea, donc de Tahiti, j'ai une vanille de La Réunion et j'ai une vanille de Nouvelle-Calédonie. Mais ce sont trois types de vanilles différentes, en fait. C'est un peu comme le café, quoi. Le café également est importé d'Éthiopie dans d'autres régions du monde. La vanille, c'est la même chose. À la base, elle vient du Mexique, puis après, elle a été importée dans les Mascareignes, donc l'île de Bourbon, les Comores, etc. Puis après, elle est partie sur l'Indonésie, puis après sur Tahiti. Et en fait, c'est par rapport au terroir. C'est comme le café. Le terroir, c'est ça qu'on développe des vanilles différentes. La vanille Nouvelle-Calédonie, c'est une vanille de type planifolia, comme au Mexique. La tahitienne, c'est une tahitensis, et à La Réunion, c'est une vanille Bourbon. Donc, elles ont toutes les trois leurs particularités, leurs parfums propres, quoi, hein. Donc, et à la Réunion, ce qu'il y a de spécial à La Réunion, ce qu'on a maintenant, c'est la vanille Bourbon, de la vanille bleue, en fait. Oui, de la vanille bleue, c'est une famille. Racontez-nous l'histoire rapidement de cette famille. La vanille bleue, c'est la famille Lechnig, en fait. La famille Lechnig fait de la vanille à Saint-Philippe.
donc pas très loin du Bourbon Pointu, je pense, aussi dans le sud de la Réunion. Et ils font de la vanille depuis 35 ans, je pense. Et là, depuis une dizaine d'années, ils ont mis au point un process que plutôt que d'étuver la vanille, une fois que la vanille est verte, il faut l'étuver. Ensuite, il faut la faire sécher pendant plusieurs mois. Là, en fait, on n'étuve pas la vanille. Donc, on la fait sécher pendant 2 ans. Ce qui fait que cette vanille, elle se mange. Elle se mange entièrement. C'est la seule vanille au monde qui se mange entièrement. Et ce sont les seuls à pouvoir produire de la vanille bleue. En fait, ils appellent ça la vanille bleue parce que tout ce qui est beau à La Réunion, on appelle quelque chose un produit bleu. Ça rappelle le ciel, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle la vanille bleue. Oui, c'est ça, il faut dire qu'elle n'est pas bleue de sa couleur. Et c'est une vanille qui se mange complètement. Oui. Donc on découpe et donc on met ça directement dans une glace, dans une préparation. Mais le parfum, c'est un truc de fou, quoi. Le parfum, c'est le goût, c'est quand on fait goûter au chef une glace avec de la vanille bleue, ils tombent par terre, quoi. Ils ont l'impression de manger de la vanille, quoi. Alors, un évidemment, parfum qui a l'air un peu... L'odeur, pour l'instant, c'est compliqué à la télévision, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en sentant... En fait, on dirait une vanille fermentée. On dirait pas une vanille fraîche fermentée. C'est un parfum qui est très, très subtil, mais qui est énorme. Et c'est vrai qu'on pourrait presque imaginer un mariage entre peut-être des arômes de vanille et de café, où c'est un sacrilège de mélanger... Parce qu'à La Réunion, on appelle ça aussi un café vanille qui n'a rien à voir avec le café Bourbon Pointu. Mais est-ce qu'on peut... Non, mais il y a des gens qui mettent un petit morceau de vanille dans leur café pour parfumer le café. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc on pourrait imaginer effectivement un mariage d'excellence entre des produits haut de gamme que vous distribuez l'un et l'autre. On va reparler un petit peu, Rudy, de toutes les histoires humaines qu'il y a derrière ces produits, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Avant, je voudrais qu'on aille en Polynésie quand même pour voir comment on prépare et comment on traite et qu'on exploite cette vanille. Et on en reparle tout de suite après. Dessus, là, vous avez la poche du pollen. Et en dessous, on a une languette qui empêche l'autofécontation, qu'on appelle le rostellum. Je le soulève avec une petite pression et là, j'ai effectué la pollinisation. Ce geste délicat, appelé mariage, Patrick l'accomplit chaque matin dans sa vanillerie. Il doit polliniser manuellement chaque fleur quand elles sont encore ouvertes. Au bout de quelques mois, la vanille apparaît par grappes, d'abord verte, puis noire. Non, ça c'est la partie où justement les enzymes ont commencé à dégrader le placenta qui est à l'intérieur de la gousse. Donc là, c'est ce que j'ai marié il y a 9 mois. Donc il faut attendre quand même, quoi. Contrairement aux autres vanilles, celle de Tahiti est récoltée mûre. La vanille est une épice. C'est une des épices les plus chères au monde, pour ne pas dire la deuxième après le safran, quoi. Donc pour nous, c'est de l'or noir. De l'or noir à la culture délicate. Une maladie ou une attaque d'insectes, et c'est toute la plantation qui est impactée. Comme dans les années 2000, où la production polynésienne avait chuté de près de 50%. Une fois récoltée, la vanille doit subir un long affinage pour révéler tous ses arômes. Sacha est préparateur de vanille depuis 25 ans. Ce spécialiste a accepté de nous montrer comment la vanille de Tahiti est préparée et affinée. Cela se passe sur son îlot privé, posé sur le lagon, le Montou-Martin. Entre ses mains et celles de son équipe, les gousses vont être préparées pendant 3 mois, alternant entre exposition au soleil et caisse de fermentation. Le but est de révéler tous les arômes subtils de la vanille. On reconnaît une belle vanille quand elle est bien grasse, bien luisante déjà, bien charnue, bien moelleuse, souple. On peut même faire un nœud avec. Et surtout qu'il faut qu'elle soit bien préparée pour qu'elle soit stable dans le temps. Sacha est aujourd'hui le plus important préparateur de vanille de Tahiti. 90% de sa récolte est exportée. Son savoir-faire, il l'a hérité de son grand-père, mais aussi des meilleurs spécialistes de Polynésie. Pour Sacha, être sur un motu a quelques avantages. Les bénéfices, il y en a beaucoup. Hein. D'abord, l'exposition au soleil. Du matin jusqu'au soir, on n'a pas de montagne pour nous gêner. Ensuite, c'est indemne de pollution, il n'y a pas de poussière, tout est clean. Et on est loin des voleurs aussi. Vendue entre 600 et 1000 euros le kilo, la vanille de Tahiti attire aujourd'hui toutes les convoitises, à commencer par celle des restaurateurs. Frédéric est chef d'un restaurant gastronomique de l'île de Tahiti. Il utilise la vanille aussi bien dans des plats salés que sucrés.
Il en met même dans sa vinaigrette. Alors la vanille Tahiti, oui, on a la chance d'avoir un super produit, un produit haut de gamme ici, avec des parfums beaucoup plus puissants que celles qu'on peut trouver dans la vanille de Bourbon. Pour moi, elle est un peu légèrement anisée. On a des odeurs fraîches et anisées. Des arômes qui subliment parfaitement ce plat végétarien. Donc je vous présente mon tartare de légumes avec une vinaigrette aux fruits de saison, vanille de Tahiti et herbes fraîches. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie, carrément. Rudy, évidemment, ça, vous connaissez le principe par cœur. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Parce que derrière, voilà, derrière ces gousses, aussi belles et odorantes soient-elles, vous êtes un chasseur d'épices, mais il y a quelque chose qui vous anime quand même dans votre métier. Moi, ce qui m'anime avant tout, c'est de transmettre des passions du bout du monde à travers les produits et également de créer des liens avec les chefs, entre les producteurs et les chefs. Et voilà, et de pérenniser aussi les choses et que les producteurs locaux puissent vivre de leurs produits et qu'on puisse conserver le savoir-faire. Que ce soit en Polynésie, on travaille également avec des gens qui font la Loire du Périgord, du Carigos de Bretagne. On cherche vraiment les petits producteurs quatre coins du monde. Ici, on a un petit producteur d'Australie qui a des gros problèmes pour le moment, où on a les bonnes myrtles, les poivres de Tasmanie, où les récoltes ont été abîmées. On a des producteurs du Mexique qui souffrent également du réchauffement climatique et qui perdent 70% de leur récolte de vanille pompona à cause du réchauffement climatique. Donc c'est tout ça, quoi. C'est de pérenniser des choses, des passions du bout du monde, que ce soit d'outre-mer ou d'ailleurs. C'est une passion qu'on partage avec les chefs, avec les producteurs. C'est important. Alors, vous, dans votre clientèle, il y a 80% de chefs étoilés, donc belges pour la majorité. Vous avez à peu près 600 clients. Vous, Monsieur Duchossois, en fait, le café Bourbon Pointu, il attire, on le disait tout à l'heure, beaucoup de clientèle asiatique. Comment vous expliquez que des Japonais, des Coréens, qui sont très loin de nos territoires, la Réunion en l'occurrence, bon, peut-être moins en Nouvelle-Calédonie, mais connaissent ce produit? Alors, parce que il n'y a pas de culture du café en Asie. Ils ont une culture du thé, mais pas de café. Et du coup, ils se sont mis au café, comme le monde entier s'est mis au café. Et pour se rassurer, ils achètent les cafés les plus chers au monde, dont le fameux Bourbon Pointu de la Réunion ou de la Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas un problème de territoire, parce que c'est vrai que donc ils achètent ce qui est plus cher, ne s'achètent voilà, pas. Ils achètent ce qui est plus cher. Dans certains pays producteurs, vous avez ce qu'on appelle des cafés Cup of Excellence, c'est-à-dire des dégustateurs internationaux qui viennent noter des cafés. Et ces cafés sont vendus aux enchères, à quelquefois des prix aussi délirants que... je sais pas, il y a des 170 dollars la livre, 340 € le kilo, par exemple, pour un Panama Geisha. Voilà. Et donc, les Japonais disent, on veut que nos clients aient le meilleur café du monde, donc ils achètent à ce prix-là. D'accord. Donc, en fait, on va arriver dans les dernières minutes de cette émission. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de vos expériences respectives, c'est que dans nos territoires d'outre-mer, on en a eu une très belle illustration avec les produits que vous défendez. Il y a vraiment des produits d'excellence. Ça, il faut qu'on le retienne. Il y a des produits excellents. Il y a surtout des gens qui développent des beaux projets sur place également. Enfin, quand on va à La Réunion, les projets qui se développent avec la vanille bleue, et en même temps, maintenant, il ne produit pas seulement lui. Et maintenant, il fédère également d'autres petits producteurs de vanille Bourbon pour également transmettre son savoir-faire. À la Nouvelle-Calédonie, transmettre pour produire de la vanille bleue. Et c'est le mot. Merci Rudy, c'est le mot qu'on va retenir, la transmission du savoir-faire. Un grand merci à tous les deux, merci à vous tous de nous avoir suivis et à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.